En cette année 2025, le Centre d'action interculturelle de la province de Namur, connu aussi sous le nom de CAI, fête ses 40 ans. ASBL héritière du Centre socioculturel des immigrés de la province de Namur, le CAI est l'un des centres régionaux d'intégration de la région wallonne. Pour marquer cet anniversaire, le CAI vous propose une série de 8 podcasts réalisés en collaboration avec l'Institut d'histoire ouvrière économique et sociale. Chaque podcast revient sur l'une des missions ou activités fondamentales de ce centre qui a placé le concept d'interculturalité au cœur de son travail. Plongez dans ces interviews croisées enregistrées entre le 18 septembre et le 10 octobre 2024. Dans ce 6e épisode, Laurence Durdu et Catherine Haché, anciennes et actuelles collaboratrices du CAI, discutent de l'apprentissage du français. Donc, moi, je suis Catherine, je suis travailleuse au CAI depuis 2020 et je suis en charge de tout ce qui est de la coordination des activités liées à l'intégration des personnes étrangères et en particulier l'apprentissage du français depuis 2020. Et donc, Laurence, bonjour. Bonjour, voilà. Je me suis présentée au Centre socioculturel des immigrés et j'étais engagée en 1991. J'étais engagée sous contrat lire et écrire et mon contrat lire et écrire s'est terminé en 2016. Mais effectivement, j'ai travaillé pour le CAI jusqu'en 2009, donc de 91 à 2009. Enfin bon, finalement, j'ai terminé ma carrière et mon contrat à lire et écrire. À l'époque, donc, quand tu as été engagée, tu ne donnais pas cours chez Lire et écrire alors? J'avais un contrat. Oui. C'est-à-dire que lire et écrire, à cette époque-là, avait une fonction de coordination. Et donc, dans cette coordination, il y avait les opérateurs d'alphabétisation. Alors, en 1991, il y avait beaucoup de personnes demandeuses d'asile qui arrivaient sur Namur. Et donc, dans nos cours, il y avait peut-être les 4-5e demandeurs d'asile et quelques-uns qui étaient installés au pays. Et donc, les gens vivaient des choses assez dures parce qu'à l'époque, la commune refusait d'inscrire les personnes. Donc c'était vraiment toute une source de tracas et d'insécurité qui régnait. Alors, donc dans ces cours c'était le lieu où les gens pouvaient un peu se poser, pouvaient se rencontrer, et ce qui était marquant aussi, c'est de voir comme la première personne, le premier référent qu'ils avaient dans l'ouverture au français, c'était quelqu'un, ça devenait vraiment la personne de référence, la personne en qui on avait confiance. Et voilà, c'était à l'époque, tout passait par ces cours, toutes les angoisses, mais aussi toute ces premiers pas dans la langue, où on se trompait, où on cheminait ensemble comme ça, et c'était un esprit assez extraordinaire. D'ailleurs, à l'époque aussi, on faisait 3 ou 4 fois par année, on faisait des grandes fêtes. Des grandes fêtes, et voilà, c'était vraiment, c'était devenu un lieu vraiment de solidarité entre soi, et c'était vraiment très, 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 très important. Alors, donc, pour continuer avec ce que j'ai dit, donc d'abord, en septembre 1991, donc l'ILFOP ouvre un cours. Puis, quelques années après, on a fait la même démarche vis-à-vis de l'IEPS. L'IEPS, c'est une école de la communauté française. Et donc, là, il y a eu une répartition.
puisqu'on on se réunissait, on se coordonnait entre nous. Alors, quelques années après, donc, l'école industrielle et commerciale de la ville de Namur est entrée aussi dans cette coordination et eux proposaient des cours du soir. Donc voilà, on a eu toute cette coordination ensemble. Et donc, où on réfléchissait aussi... où on travaillait en complémentarité de manière à pouvoir apporter la réponse la plus adéquate possible aux besoins des gens. Par exemple, sur un an, les gens pouvaient faire 4 niveaux de langue, ça veut dire 480 heures de cours. Alors j'ai oublié de dire dans la coordination entière et la plus complète, ça a été donc avec les 3 écoles de promotion sociale, avec Alpha 5000, et nous ont rejoint Vie Féminine et le CIEP également, et le CSCIN, voilà. Donc c'était cette coordination, et donc on travaillait en complémentarité. On établissait aussi des tests. Chacun établissait des tests. Et on discutait de ces tests aussi. Hein. Alors, ce qui s'est passé aussi à un moment donné, c'est que les associations d'alphabétisation sont intervenues dans les cours de promotion sociale et donnaient une matinée en plus, mais dans une dynamique d'éducation permanente. Et c'était à ce moment-là plus de la conversation, plus l'ouverture vers le pays d'accueil, etc. etc. Et ça n'a pas duré trop longtemps parce qu'en fait, je crois qu'on ne savait pas valoriser ces heures-là. Les associations ne savaient pas valoriser ces heures-là. Donc, on a fait ça, je crois, 1 an ou 2. Voilà. Et donc, c'était toujours en complémentarité, en synergie entre nous. Il y avait aussi des difficultés, c'était par exemple les personnes dont la graphie était différente de la nôtre, qui ne pouvaient pas se mettre dans notre graphie. Donc ces personnes transitaient par chez nous, et là, il y avait tout un cours, toute une animation au niveau de la graphie, de l'entrée dans la graphie, de la lecture et de l'écriture, qui leur permettait ensuite de raccrocher à l'écrit. Alors, c'est là qu'on voit l'évolution par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'associatif s'occupe aussi des personnes des cours de FLE. Et je pense que c'est ça la complémentarité qu'il y a aujourd'hui avec la promotion sociale. C'est les cas dont tu parlais, enfin, le cas typique de, je ne sais plus quel pays, mais d'un avocat dans son pays d'origine qui a du mal à se mettre dans la langue, ou des personnes qui ont besoin d'avoir un cadre plus... je vais dire un peu plus cocooning, un peu plus familial, avec un apprentissage où on va prendre le temps de faire parler les gens, d'avoir peut-être même un accompagnement à côté des cours de français pur et dur, qu'on ne retrouve pas forcément en promotion sociale, parce que c'est une école avec des règles, avec un cadre bien spécifique. Et donc, aujourd'hui, l'associatif développe cette offre-là, cette offre de formation qui correspond à ce genre de personnes qui ont besoin d'un profil spécifique, je vais dire. Enfin, et j'ai l'impression de les mettre dans des catégories, alors qu'en fait, c'est pas forcément péjoratif. C'est plutôt se dire, il y a une offre de formation qui correspond à tous. Parce qu'une personne pourrait pousser la porte d'une école de promotion sociale et se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas forcément ce qui lui convient, ou à l'inverse, pousser les portes d'une association et que ce soit pas dynamique ce qui attend. La dynamique a toujours été très différente. Par exemple, chez nous aussi, il y avait des personnes qu'on avait orientées vers la promotion sociale qui revenaient parce que l'atmosphère était beaucoup plus conviviale, c'était pas aussi intensif et pas... qu'en promotion sociale, puis on prenait le temps de faire les choses, et bon, voilà, ils se sentaient beaucoup plus rassurés. Il y avait aussi dans la population qui revenait vers chez nous, c'était les personnes plus âgées qui ne pouvaient pas suivre un rythme très, 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 très rapide et très systématique comme ça dans l'apprentissage du français. Alors, ce qu'il y avait aussi, c'est que dans cette coordination,
on pouvait relever, par exemple, des besoins des personnes et après organiser des choses par rapport à ça. Par exemple, je pense par exemple à quelque chose qu'on avait organisé avec Daniel Bouchat, c'était des informations sur les campagnes de naturalisation. Enfin, pas naturalisation, de quoi de... Des demandes de nationalité? Non, 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 non. Ah, de régularisation. De régularisation. Donc, on avait organisé toute une séance d'information là-dessus, sur la demande de régularisation. Et donc là, à ce moment-là, toute cette publicité était faite dans les cours, en promotion sociale et dans l'associatif. Et donc, à ce moment-là, on organisait des informations. C'était vraiment... les besoins étaient répertoriés dans cette coordination. Et puis, on pouvait organiser des choses à partir de là. On a organisé ça au départ en français, je pense, mais très rapidement, on l'a organisé, on a fait appel à des personnes qui pouvaient intervenir dans les langues représentées majoritairement par les personnes des cours. Je pense par exemple, une des choses que j'avais développées moi quand je redonnais des cours, puisque je redonnais des cours après, c'était ce qu'on avait appelé le comité d'apprenants. Le comité d'apprenants, donc c'est-à-dire que on avait 3 groupes de français non francophones au niveau du CAI et alors les cours du soir, enfin, on essayait d'avoir des représentants de chaque groupe qui puissent relever les questions que les gens se posaient ou les préoccupations que les gens se posaient. Et donc, on se réunissait régulièrement et on voyait un petit peu les questions qui se posaient. On essayait d'organiser des réponses à ça. Par exemple, dans ce cadre-là, on avait eu toute une animation sur le rôle de la commune. Donc là, c'était une personne qui travaillait à la commune, qui était spécialisée dans les animations, qui était venue faire cette animation-là. Et donc là, on ouvrait... La publicité se faisait aux associations d'alphabétisation, à la promotion sociale, et donc on organisait tout ça. Il y a eu aussi, à un moment donné, des questionnements par rapport au rôle du CPAS. Donc là, on avait invité quelqu'un du CPAS, et donc les gens avaient préparé les questions et tout, et donc on posait les questions. C'était un truc de questions-réponses. Voilà, il y avait ça. C'était un groupe très, très intéressant, ce comité d'apprenants, parce que moi, ce qui m'a fort frappé, c'est quand les gens, quand on a commencé ce groupe-là, les gens, ils avaient la tête baissée. Après, les gens, ils avaient la tête levée et ils étaient beaucoup plus... Alors, on était parti des questions que se posaient les personnes quand ils arrivaient dans ce pays, quand ils arrivaient à Namur, mais il y a des questions, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, qu'est-ce qui pose question. Et donc, on avait fait un relevé de tout. Et puis, j'avais dit aux gens, bon, voilà, aujourd'hui, voilà, par exemple, on va prendre telle question. Mais pour pouvoir répondre à cette question-là, je vous propose d'aller rencontrer des Belges et de leur poser cette question-là. Alors là, c'était toute une démarche parce qu'aller rencontrer un Belge, c'est difficile. Parler avec eux, c'est très difficile. Et donc, on se disait, bon voilà, allez, pour la semaine prochaine, vous devez rencontrer par exemple 2 personnes. Et alors, c'était une motivation extraordinaire. Mais les questions qui se posaient, c'était aussi cocasse pour nous. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens qui ont des chiens ? Enfin, des trucs comme ça, qu'on ne se serait jamais douté. Ça, c'était vraiment une très, très belle expérience. Ben, c'est un peu ça aussi le changement de cap qu'il y a aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, c'était plus de l'éducation permanente, il me semble. Oui. Qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus... ISP. Oui, oui. Les politiques nous mènent vers des objectifs qui font qu'aujourd'hui, les personnes
ou que les formateurs et que les personnes n'ont plus le temps de travailler là-dessus. Et puis il y a aujourd'hui, avec le parcours d'intégration, des cours de citoyenneté qui sont organisés. Et donc, toute cette démarche de rencontrer des Belges, etc., même si ça ne se fait pas de cette façon-là, de se poser des questions sur la société belge, etc., c'est plutôt le moment qu'on consacre dans la formation à la citoyenneté. Même si je suis sûre que les formateurs aujourd'hui, et surtout dans l'associatif, continuent à travailler toutes ces questions socioculturelles dans le cadre de leur cours de français. Mais les politiques ont un peu plus scindé ces choses-là avec des objectifs bien précis. Il faut avoir suivi un certain nombre d'heures, il faut avoir atteint un niveau spécifique, et donc avec de la pression pour aller vers l'emploi ou la formation, pour être un citoyen qui participe activement, mais surtout économiquement, à la société belge. Ce qui change radicalement la façon d'envisager des cours de français aujourd'hui, quoi. Notre leitmotiv était aussi la reconnaissance culturelle de l'autre. Reconnaissance culturelle de l'autre, et par exemple, on faisait des rencontres autour de la nourriture. Ouais. Ça, c'était très important. Ça, c'est encore le cas. On a fait aussi des défilés avec les différents costumes des différents pays, la musique, etc., etc. Alors, par rapport à ça, j'ai envie de vous parler d'un travail que j'avais fait, mais pas seul, avec d'autres. On avait on était souvent interpellés, enfin, moi j'étais souvent interpellée par rapport aux enfants qui ne maîtrisaient pas le français. Et donc, à l'époque, il y avait, je crois, des cours d'adaptation à la langue qui existaient en secondaire. Et donc, malgré ça, les gens n'entraient pas dans la langue. Et les enfants n'entraient pas dans la langue. Et donc, suite à une interpellation, on s'est retrouvé à une dizaine d'enfants qui vivaient ce problème-là. Et on a organisé des espèces d'ateliers. Et là, donc, il y avait une personne d'origine albanaise, Iqbal, qui intervenait, qui venait aussi parce que il y avait beaucoup d'enfants d'origine albanaise. Et il y avait une personne d'origine turque qui intervenait aussi, une connaissance à moi. Et alors, qu'est-ce qu'on faisait ? On ne faisait pas du tout de français. On prenait son pied. Donc, on faisait des choses vraiment, on vivait des choses, disons, naturelles. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? On avait des jeux de société, on jouait, on faisait des crêpes, par exemple. Alors, on regardait la recette, on pesait, etc., etc. On écoutait la musique de chez eux, la musique de chez nous. Et alors, il y avait ces espèces de médiateries, enfin, ces deux personnes qui étaient en lien entre leur culture d'origine et la Belgique, et notre culture. Et donc, il y a eu comme ça, on a fait ça pendant un certain temps. Le mercredi après-midi, on faisait ces animations-là. Et au fur et à mesure, les enfants qui disaient rien en français, même pas bonjour, même pas merci, rien du tout. Tout d'un coup, ils se sont commencés à s'ouvrir. Et ces ateliers se sont un peu terminés parce qu'on est passé au français oral. Et puis, à un moment donné, on s'est retrouvés par hasard dans un lieu de solidarité travail, parce qu'on ne pouvait plus occuper le local qu'on occupait. On s'est retrouvés dans ce lieu-là, et eux faisaient et font toujours, je crois, des animations dans les quartiers. Ils vont s'installer avec des livres, et ils lisent des livres aux enfants, etc. Et donc, on s'est retrouvés dans ce local avec des grandes caisses et plein de livres pour enfants, bien illustrés et tout. Les enfants, ils ont plongé là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a commencé à accrocher à l'écrit. Et alors, on a fait des petits jeux, etc., etc. Et bien, voilà, ça, c'est une expérience qui reste très, très marquée pour moi, très marquante pour moi. Oui, ça fait fort écho à une journée d'études qu'on a organisée avec l'ENALUX il y a 2 ans, je pense, qui était sur le plurilinguisme.
et l'importance de travailler ça dans les cours de français langue étrangère, donc là avec des adultes, donc peut-être pas avec la même façon de faire évidemment, mais avec l'approche qui est similaire, c'est-à-dire de prendre en considération la langue dans laquelle la personne, sa langue d'origine ou sa langue connue, je vais dire, et le français en jouant avec ces deux langues et en valorisant les deux. Parce qu'il y a eu un moment donné où on n'arrêtait pas de dire au cours de français, on doit parler français. Et vous oubliez votre langue. Et même avec pour les parents aussi, on disait aux parents, parlez français à la maison pour que les enfants apprennent mieux le français. Donc ça, c'était pour les parents qui parlaient déjà français, mais dont les enfants, qui parlaient une langue étrangère à la maison parce que c'est leur langue de maternelle. Mais en fait, on se rend compte que c'est mauvais de fonctionner comme ça parce que, aussi bien pour les adultes que les enfants, il y a une dévalorisation de la langue d'origine, et alors qu'en fait, elle est un socle pour l'apprentissage du français. Le fait et de n'importe quelle autre langue, hein, peu importe, mais de s'appuyer sur ces connaissances qu'on a de sa propre langue fait qu'on va mieux apprendre. Ce qu'on a développé aussi au niveau du CAI, c'est une coordination des classes passerelles. Voilà. On a aussi développé tout le projet autour des classes passerelles. En fait, donc, je vous avais parlé des enfants qui ne savaient pas entrer dans le français. Alors, à l'époque, on travaillait... moi, j'avais des contacts aussi avec le centre de Croix-Rouge d'Ivoire. Et une des assistantes sociales faisait le même constat, donc que les enfants avaient très difficile d'entrer dans la scolarité parce qu'il n'y avait pas de transition. Alors, suite à ça, cette assistante sociale et moi, on a été rencontrer des projets qui existaient sur Bruxelles, etc., etc. Et finalement, on a sollicité les différents réseaux secondaires pour ouvrir des classes passerelles. Moi, ce qui m'a marqué quand même dans les interviews de la semaine passée, par rapport à ce que tu parles d'évolution politique, les rôles qu'on fait jouer aux acteurs de terrain, aux travailleurs sociaux, c'est aussi aujourd'hui quand tu n'es pas raccord avec ce que tu veux faire, par exemple de fabriquer juste des hommes et des femmes machines, je caricature, hein. Tu peux éprouver un sentiment de tiraillement au minimum, parfois d'impuissance, et là j'ai l'impression que c'est retrouver du pouvoir d'agir, comme on dit en éducation permanente et populaire, c'est que ce que le terrain, ce que les gens te ramènent comme besoin, vous en faites quelque chose collectivement. Comme au niveau du centre ici, hein, c'était les cours de français nourrissaient aussi certaines actions du centre, certaines préoccupations du centre. Et c'est pour ça que c'était important aussi pour le centre de garder ces cours à un moment donné, hein, de garder ce travail de première ligne, comme on dit. Le rôle de la plateforme, c'est notamment aussi ça, hein, mais sauf que ce n'est plus direct. Parce qu'aujourd'hui, dans la plateforme, on va réunir les opérateurs qui donnent des cours de français, alors que ce soit la promotion sociale ou l'associatif. Et à certains moments, on va relever certains constats de terrain qui vont nourrir les actions du CAI ou les interpellations, etc. Mais c'est plus direct. C'est moins direct qu'à l'époque, puisqu'à l'époque, comme tu le disais, il y avait les cours qui s'organisaient en interne, et donc aujourd'hui, il y a une forme de filtre sans le vouloir, hein, mais c'est juste que c'est l'information que les coordinations, directions ou formateurs nous relèvent, qu'on va pouvoir traiter, et plus directement les problématiques des personnes. Maintenant, il y a d'autres moyens aussi qu'on a au CAI, hein, pour interpeller et mener nos actions, parce qu'on a quand même encore de l'action de première ligne, mais plus au niveau de l'apprentissage du français, et donc plus avec, comme tu le disais au tout début, parce que c'est encore le cas aujourd'hui, que le formateur reste la personne de référence, parce que c'est la première personne avec qui la personne étrangère
va avoir des liens avec le français. Alors, il a d'autres liens avec d'autres Belges, hein, on est bien clair, mais cette personne-là va avoir un rôle particulier. Et donc, d'où l'importance de capter justement ce qui se dit dans ces cours-là, qui n'est pas la même chose, la même relation qu'un travailleur social pourrait avoir avec une personne qu'elle accompagne au quotidien, quoi. Ouais, au quotidien, de manière régulière en tout cas. Au début de mon engagement, en fait, j'étais là, dans le secteur FNF qu'on avait développé, là, de cours FNF, j'étais la seule salariée. Et tous les autres, c'était des bénévoles. On a fonctionné avec parfois 7-8 bénévoles. Alors, je pense que le fait d'être bénévole induit aussi autre chose. C'est-à-dire que tu fonctionnes plus en termes d'accueil, en termes de synergie avec les gens, etc. Et donc, pour dire que, en tant que bénévole, on avait beaucoup plus de liberté d'action. Enfin, au début, on avait beaucoup de liberté d'action et on pouvait avoir cette approche d'éducation permanente, en permanence, qui nous guidait dans ce qu'on faisait, dans ce qu'on donnait au niveau des cours. Petit à petit, les choses, les subsides, le fait que les formateurs vont être payés, ça va être possible de les engager, mais les subsides vont venir notamment du secteur ISP. Donc, on a vu que les critères, à ce moment-là, d'acceptation des gens vont se resserrer. Il faudra un certain pourcentage dans les cours de personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui sont au CPAS ou en recherche d'emploi, etc. Et donc, il y a toute cette exigence-là qui se modifie et puis qui va devenir de plus en plus forte, finalement, au cours de mon travail, quoi. Oui. Aujourd'hui, on le voit, parce que là, tu parles des apprenants, je pense. Des apprenants, oui. Mais même au niveau des formateurs, des professionnels, où on voit ça. Le fait de se dire, il faut répondre à un cadre. Toute personne qui parle français ne peut pas donner des cours de français. Aujourd'hui, il faut répondre à des critères bien spécifiques. Aujourd'hui, il me semble que ces formations ne sont valables que pour les formateurs en alphabétisation. Dans le cadre du français langue étrangère, la région wallonne est assez stricte quand même aujourd'hui sur les conditions. Il y a des objectifs à atteindre de plus en plus, ça oui, en termes d'heures de formation donnée, en termes d'heures de face-à-face pédagogique. Les opérateurs sont subsidiés par rapport à ces face-à-face pédagogiques et pas pour le travail qui est fait autour de ça. Mais alors, il y a des conditions d'engagement, donc des conditions pour que les formateurs puissent être engagés. Et une des conditions, c'est le titre pédagogique en français langue étrangère. Ça, c'est en français ou en français langue étrangère. Donc ça, c'est le Graal, je vais dire. Enfin, c'est le top du top. Après, il y a d'autres possibilités. Donc, c'est-à-dire si les formateurs ont une expérience en formation d'adultes en français langue étrangère, ça peut être considéré comme OK pour être formateur. Et alors, dans le nouveau décret, et ça, heureusement, ça va dans ce sens-là, aujourd'hui, une personne parce qu'il fallait quand même du coup avoir un diplôme supérieur, aujourd'hui, une personne qui a un CESI, donc c'est-à-dire qui a fait 3 années de secondaire, peut donner des formations en français langue étrangère ou en alphabétisation, pour autant qu'il ait un nombre d'années d'expérience et qu'il suive une formation, qu'il s'engage à suivre une formation par la suite en formation pour devenir formateur en français langue étrangère. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment, on tend vers ça de plus en plus, ce qui peut-être ferme la porte à certains profils de personnes qui n'ont pas... qui ne rentrent pas dans ces critères, mais qui ont d'autres qualités utiles pour
pour l'apprentissage du français, comme tu disais. Je ne suis pas sûre que dans le cadre aujourd'hui que... Je parle de la région wallonne, mais la communauté française, enfin la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi, permettrait... Alors, il y a moyen, mais ça fait plus penser à de l'éducation permanente qu'au cours de français avec un objectif très... Oui, mais je pense aussi que les actions d'éducation permanente, je crois que si elles n'avaient pas eu lieu, je crois qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient décroché des cours de la formation. C'est vraiment quelque chose qui créait du lien et qui donnait une assise aussi à tout leur engagement dans la formation. Mais c'est bien que tu le dises, que les politiques l'entendent. Moi, ce que j'ai étudié, mon parcours d'études est un petit peu... voilà, ça n'a pas forcément de rapport avec ce que je fais aujourd'hui, puisque au départ, j'ai fait un bac en tourisme, rien à voir. Et puis, j'avais commencé un master en relations interculturelles. Bon, ça, c'est un rapport quand même un peu plus. Et coopération internationale à Lille. Et puis je suis revenue en Belgique, où j'ai fait un master là que j'ai terminé complètement, un master en sciences de la population et du développement. Et donc, pendant 1 an, j'ai un peu galéré à trouver du travail. Et puis, finalement, je me suis retrouvée donc dans un OISP à l'époque, mais donc un CISP aujourd'hui, du côté de Charleroi, où j'ai travaillé dans une école des devoirs avec des enfants issus de l'immigration. J'avais 2 rôles, 2 casquettes, donc l'école des devoirs et formatrice en français langue étrangère. Donc pour un public adulte, voilà. Mais dans un contexte d'insertion socio-professionnelle. Donc c'est complètement différent, même s'il y a des choses qui sont similaires dans les démarches, dans la méthodologie et dans la façon de faire, mais clairement, l'objectif final, c'est remettre les personnes en formation les mettre en formation ou les mettre à l'emploi. La dynamique finale, est complètement différente. Et puis, donc là, ça a duré 5 ans. Et puis, j'ai travaillé un peu au CRIBEWE. Donc, le CRIBEWE, c'est l'équivalent du CAI, donc le Centre régional d'intégration du Brabant wallon, où j'accompagnais les personnes étrangères dans leur parcours d'intégration. Et ça, donc je passais d'une dynamique où j'avais des groupes et une relation longue durée avec des personnes, puisque les personnes restaient toute l'année, en fait, dans les groupes, etc. Donc, une relation complètement différente à une relation presque one-shot ou avec des... c'est pas one-shot parce que je les voyais plus, mais relation où je devais leur dire, rappeler le cadre en disant, voilà, vous devez faire le parcours d'intégration, vous avez 18 mois, vous devez faire des cours de français, est-ce que vous êtes inscrit au cours, est-ce que vous avez déjà une attestation, ça ne me plaisait pas du tout. Ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Et à long terme, en tout cas. C'était une très chouette expérience, mais je faisais quelque chose pour lequel c'était très administratif et très peu de réel accompagnement des personnes. Alors ici, j'accompagne plus les personnes puisque je suis en 2e ligne, mais j'ai l'impression que mon job a plus de sens parce qu'aujourd'hui, je travaille pour faire changer certaines choses. Et il y a la coordination donc, des activités liées à l'intégration, mais donc de rendre un tout cohérent, je vais dire, dans tout ça, interpeller les politiques par rapport à justement ces politiques d'intégration et que ce soit qu'il y ait plus de sens derrière aussi. Donc voilà. Et donc ça, donc quand je suis arrivée au CAI, c'était d'abord pour m'occuper de la coordination des activités liées à la formation à la citoyenneté, parce que j'ai été formatrice en citoyenneté aussi, en même temps que la formatrice FLE. Et donc, c'était au départ ça. Et puis,
une collègue est partie et donc j'ai repris du coup aussi la coordination des activités liées à l'apprentissage du français. Alors il a fallu le temps de comprendre un petit peu parce que quand on est formatrice, on n'a pas forcément la connaissance de tous les enjeux liés aux subsides, liés aux différents types d'acteurs qui donnent les formations, etc. Notamment la différence entre la promotion sociale et l'associatif, les enjeux qui se dégagent derrière. Et aujourd'hui, l'effet parfois de grosse concurrence qu'il peut y avoir entre les opérateurs. Et ça n'avait pas l'air d'être le cas, en tout cas, quand tu le disais, Laurence. Et donc, de refaire lien entre les opérateurs pour qu'ils puissent, quand ils assistaient aux plateformes, pas être juste venir assister à une énième réunion de plus, mais y voir un intérêt pour eux et être une force, quoi, de travailler ensemble en tant que secteur, parce que leur ennemi, c'est pas, ou leur concurrent n'est pas forcément l'opérateur qui travaille à l'autre bout de la rue, mais plutôt se dire il faut qu'on travaille en complémentarité, il faut qu'on remette du sens autour de la personne, en fait, en se disant une personne passe d'un formateur d'une structure peut-être à une autre et que son parcours puisse être le plus fluide possible, parce que parfois c'était pas toujours le cas. Une personne avait peut-être fait le niveau A1 chez un opérateur, arrivait avec son attestation en disant voilà, j'ai suivi les cours A1, mais recommençait le niveau A1 chez un autre opérateur. Et donc il y a tout ce travail qui doit être fait. Et se dire on est un secteur, on est une force, on travaille ensemble et on interpelle ensemble aussi. On n'attend pas que les décideurs politiques décident pour nous, mais on fait force de proposition. On est force de proposition. On va donner l'information. Arriver avec des propositions auprès des politiques pour les faire changer selon ce qu'on pense qui est le plus adéquat pour le terrain. Et aujourd'hui, se faire entendre par les politiques, c'est compliqué, moi je trouve. Et donc, le rôle de l'interpellation est super important dans la plateforme aujourd'hui, quoi. Pour pouvoir être subsidié, il faut donner un certain nombre d'heures de formation. Et donc, plus on donne des heures de formation, plus on peut en tout cas recevoir de subsides. Et donc, parfois, ce qui peut arriver, c'est qu'un opérateur alors voit qu'il a des demandes. Par exemple, il développe le niveau A1, A2. Mais il y a des personnes, en arrivant, quand elles sont testées, on remarque qu'elles ont déjà le niveau A2 et elles doivent suivre le niveau B1, qui est le niveau supérieur. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui arrivent, on voit, il y a ce niveau, une opportunité d'ouvrir un nouveau groupe et du coup d'avoir plus de subsides. Ou de se dire, comme ça, si jamais on a un petit peu moins de personnes en A1 ou en A2, comme ça, on a aussi cette offre-là qui est développée et qui va nous permettre d'avoir le nombre d'heures suffisantes pour pouvoir être subsidié. Parce que ce n'est pas le tout de dire qu'on va faire ce nombre d'heures. Il y a aussi tout le système des inspections et des justificatifs qui vont faire que si on n'a pas le nombre d'heures de formation suffisante, on n'a pas les subsides. Et donc là, du coup, ça a un impact direct sur l'emploi. Et donc, il y a l'effet du coup que les opérateurs vont se dire je vais répondre aux besoins des gens qui arrivent chez moi et plus se dire, et donc se renfermer un peu sur leur structure et ne plus avoir l'esprit de se dire il y a un autre opérateur de l'autre côté de Namur
qui organise une formation, le niveau B1, pardon, qui correspond à cette personne, et je vais plutôt orienter vers cet opérateur-là. Et alors, je pense que c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, du coup, il y a eu beaucoup d'opérateurs qui se sont développés de cette manière-là, et donc ça fait un esprit de concurrence, un effet de concurrence, d'où l'importance aussi qu'on a, nous, en tant que plateforme, on n'est pas une plateforme, on est le CAI qui organise une plateforme. Donc le rôle de la plateforme, ça va être de cadastrer un petit peu l'offre, évidemment, donc ça c'est assez facile. Par contre, c'est aussi de cadastrer les besoins pour faire correspondre l'offre et les besoins. Et ça, c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui parce que les besoins, ils sont très divers, comme on l'a dit, et les gens c'est compliqué de savoir qui exactement, d'identifier ces besoins, d'identifier les personnes et d'identifier le nombre de... Parce que ce qu'il faut, surtout, on n'est pas aidé avec le RGPD, même si ça a des bons points, parce que a priori, chaque opérateur ne peut pas donner sa liste et qu'on compare et qu'on voit toutes les personnes qui sont sur le Namurois et qui interpellent les opérateurs. La difficulté, c'est l'effet marché des personnes, c'est-à-dire que la personne va parfois aller chez un opérateur qui va lui dire « j'ai pas de place pour l'instant, je te mets sur une liste d'attente », puis il va aller chez un autre opérateur, pareil, il va être sur une liste d'attente. Et donc, se dire il y a 10 personnes qui sont en attente au CIEP et il y a 10 personnes chez Alpha 5000 en liste d'attente, ça ne veut pas dire qu'il y a 20 personnes qui sont en attente de formation, parce qu'il y a des doublons. Mais alors, il y a aujourd'hui la région wallonne qui veut aussi... Donc, c'est un peu le cadastre, c'est un peu un double tranchant. La région wallonne veut aussi un cadastre des besoins pour contrôler ses finances et objectiver le fait qu'on va financer des opérateurs pour des actions qui sont utiles et pas parce qu'un opérateur décide de faire quelque chose de nouveau. Et donc, ça va être le rôle aujourd'hui du CAI, c'est d'interpeller là-dessus en disant « mais c'est nécessaire de continuer à financer les opérateurs de formation ». Donc nous, on a une vision, enfin pas une vision, une attention particulière sur le fait qu'il y ait des cours de français qui soient accessibles proches du lieu d'habitation des gens. Et donc on essaye, c'est pas nous qui impulsons ça, mais on est vigilant au fait qu'il y ait des associations de terrain, donc aux endroits... partout sur la province, qui puissent développer des cours de français. Cours de français et autre chose. Hein. Il n'y a pas que les cours de français, il y a aussi l'accompagnement social, il y a aussi les cours de citoyenneté, puisqu'il y a aussi l'obligation du parcours d'intégration, et d'autres services, que ça soit au plus proche des gens. Après, tu parlais des centres d'accueil. Les centres d'accueil, eux, mettent en place des choses pour les résidents en général de leur centre. Donc, par exemple, FEDASIL a des partenariats avec la promotion sociale. Alors, on peut se poser la question de si c'est le meilleur acteur pertinent pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, avec le cadre qui est bien strict en promotion sociale, alors que les personnes qui sont en centre d'accueil ont peut-être besoin d'une autre approche dans l'apprentissage du français. Mais enfin, au moins, il y a quelque chose qui se met en place dans les centres FEDASIL. On parlait des enjeux par rapport aux subsides, etc. Comme la région wallonne donne des critères, met des critères sur le fait d'avoir un certain nombre d'heures et, je ne l'ai pas dit, mais aussi un certain nombre de participants à la formation, ça freine le développement d'offres partout. Parce qu'il faut avoir un certain nombre de participants pour le faire, quoi. Pour organiser un cours. Et donc ça, c'est les enjeux aussi actuels sur lesquels on doit travailler, de faire prendre conscience de l'utilité de ces cours un peu partout
sur la province et que ces cours ne doivent pas, enfin ces opérateurs ne peuvent pas avoir les mêmes, répondre aux mêmes exigences que les opérateurs qui se trouvent dans les grands pôles urbains comme Namur, même si c'est pas aussi gros que Charleroi ou Liège. Maintenant, ça reste quand même... voilà. Donc, les enjeux sont différents à Namur que dans le reste de la province, quoi. Moi, j'ai l'impression que parfois, on se perd un peu. Je ne sais pas comment dire. Quand j'entends ce que Laurence explique, je me dis, mais finalement, à trop vouloir professionnaliser, on va dans le même sens aussi que les pouvoirs subsidiants et on perd le sens qu'on a. Et donc, le côté éducation permanente, émancipation, enfin, volonté de donner le pouvoir aux personnes de s'émanciper socialement, je parle, et d'apprendre le français uniquement parce qu'ils ont envie d'apprendre le français pour discuter avec les voisins, pour se débrouiller dans la vie quotidienne, mais pas forcément pour un objectif lié à l'emploi ou à la formation. Le fait d'aller là-dessus, on perd ce sens-là, en fait. Et ça a été rappelé à la dernière plateforme par un opérateur d'éducation permanente qui disait, oui, mais c'est très bien de dire on veut valider, mais n'oublions pas le public qui n'en a pas besoin et à qui on imposerait ces démarches-là. Et donc, voilà, parfois on est encore un peu tiraillé là-dessus sur ces enjeux-là où on institutionnalise les choses, alors qu'en fait, il y a d'autres besoins qui sont ressentis sur le terrain. En fait, comme on demande de plus en plus au public, par rapport à ce que j'expliquais, comme on demande de plus en plus au public de justifier lui aussi les actions, son intégration, oui, donc par le parcours d'intégration, mais s'il veut demander la nationalité, il doit aussi pouvoir prouver des choses. S'il veut entrer dans une formation professionnelle ou trouver du travail, il doit aussi justifier des choses. Et donc, du coup, on leur demande des papiers, des attestations, etc. Et donc, c'est en ça que parfois les opérateurs se disent, la plateforme se dit, tiens, on ferait bien une revendication pour justement faire valoir le fait que les formations qui sont suivies sont valables et leur permettent d'aller dans ces démarches-là. Mais après, on se dit, ça a été l'interpellation d'un opérateur la semaine passée à la plateforme, c'était dire oui, mais attendez, c'était pas le sens premier de notre action. Et donc, on risque de perdre un certain public. Et donc, c'est interpellant en disant, zut, on se trompe peut-être de chemin. Et d'un autre côté, non, parce qu'il faut aussi avancer sur certaines choses. Et donc, c'est un peu compliqué. Le fait de se dire, tiens, il y a des opérateurs de formation ici en Wallonie qui donnent des formations de très bonne qualité, qui attestent à la fin d'un niveau de français, mais ces attestations ne sont pas reconnues pour justement être une preuve. Voilà, c'est ça. Puisque ces attestations sont reconnues dans le cadre du parcours d'intégration, donc on va dire, OK, elle a fini, la personne a fait sa partie axe de formation à la langue française, mais ça ne va pas être suffisant pour le parquet pour analyser. Et donc ça, comment est-ce que ça s'est passé ? On en a parlé en plateforme assez bien, etc. Mais c'est quelque chose aussi qu'on parle aussi en interne, puisqu'on a nos collègues en première ligne qui accompagnent les personnes dans ces démarches-là. Et on en parlait aussi avec les communes, et notamment la commune de Namur, qui a énormément de dossiers. Et tout ça bloque parce qu'en fait, c'est le parquet qui a la décision finale. Et donc, ce qu'on a décidé, c'était d'interpeller le parquet, de voir avec eux si on pouvait avoir une réunion pour discuter de tout ça et décortiquer un petit peu la loi, le parcours d'intégration, leur présenter un petit peu les choses, leur présenter le secteur, présenter aussi le niveau de professionnalisation
Et donc, du coup, en regard avec le décret wallon, en fait, et de dire, mais voilà, est-ce que vous pouvez pas, vous, en tout cas, à Namur, accepter ces attestations pour pouvoir avancer. Et ça a été une petite réussite à ce moment-là, parce qu'on a pu rédiger une note, je vais dire co-signée, parce que c'est pas signé, mais validée par les deux parties, donc c'est-à-dire nous et le parquet de Namur, sur lequel on se base maintenant comme ligne de conduite pour l'accompagnement des personnes en demande de nationalité. Et donc, à Namur, les attestations des opérateurs sont reconnues dans le cadre de la nationalité, pour autant qu'elles soient dans le cadre du parcours d'intégration, pour ne pas aller contre la loi non plus. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est se dire, dans le cadre de la demande, dans le cadre du parcours d'intégration, une personne, comme la loi dit que le parcours peut valider la connaissance du français, eh bien, c'est reconnaître le fait qu'une personne qui a suivi des cours de français et qui a obtenu le niveau A2 à la fin de son parcours est suffisant, je vais dire, pour pouvoir demander la nationalité belge. Voilà. Ça veut dire que les analphabètes n'ont pas le droit à la nationalité belge? Alors ça, c'est un autre... Oui, mais ça, c'est un autre débat, effectivement, parce qu'effectivement, les personnes analphabètes ont en général pas le niveau écrit. Enfin non, elles n'ont pas le niveau écrit et auront des difficultés à atteindre ce niveau écrit. Le code de la nationalité a changé, justement, pour permettre à ces personnes d'atteindre le niveau, d'obtenir la nationalité, de pouvoir demander la nationalité belge, rentrer dans les conditions, finalement. Et ça, mais ça, c'est encore un travail qui est sur la table parce que concrètement, c'est difficile d'attester qu'une personne a le niveau A2 à l'oral. Alors ça, on peut l'attester, mais attester qu'elle est analphabète et que donc elle ne pourra pas acquérir le niveau A2 dans les autres compétences. On a régulièrement des réunions entre centres régionaux pour pouvoir discuter de thématiques bien spécifiques. Alors il y a, et c'est le DISCRI qui centralise finalement toutes ces observations partout en région wallonne via ces réunions intercentres. Donc si on reste à l'échelon du DISCRI, oui. Quelles sont les revendications? Je ne sais pas que le CAI a particulièrement apporté. C'est surtout ce qui est lié au décret wallon. Enfin, quand je parlais de cadastre, etc., tout à l'heure, et de subsides, et de montrer le fait qu'en Wallonie, enfin, là je parle de Namur, mais peu importe, c'est partout pareil, qu'il faut valoriser et montrer la pertinence de l'offre, de l'étendue de l'offre sur la région. C'est des choses qui sont travaillées au niveau régional parce que c'est auprès de la région wallonne qu'il faut aller porter ces revendications, ces interpellations, etc. Et il y a des choses aussi qui sont travaillées. Par exemple, pour l'instant, on est en train de travailler sur la validation, justement, et l'harmonisation de nos façons de faire sur la validation. Donc, on travaille là, pour l'instant, à l'échelle de la plateforme de la province de Namur. Mais l'idée, c'est que ça soit après un travail qui soit bénéfique à l'ensemble du secteur, et là je parle au sens large, de l'apprentissage du français. Et donc c'est là que dans les réunions intercentres, c'est remonté, puis ça peut après être discuté dans chaque plateforme. Donc là, moi j'ai rencontré notamment Bruxelles FLE, qui est une coupole à Bruxelles, pour leur parler de ça, et pour qu'après, eux puissent en parler avec les opérateurs bruxellois, et que ça fasse... que tout ça soit approprié et travaillé de manière commune, quoi. Enfin, voilà. On n'est pas tout seul dans notre petite province, quoi. Oui. Comme mot de la fin, en fait, on vous suggérait, Benoît nous suggérait de réfléchir, d'épingler
un ou deux petits succès du CAI dont vous êtes fiers, auxquels vous avez contribué et qui témoignent du fait que le CAI, ma foi, a apporté sa pierre à l'édifice dans le secteur. Voilà. Alors moi, j'ai une carrière beaucoup plus petite, donc du coup, il y a encore plein de choses qui pourraient se passer. Mais sur les 4 ans ici au CAI, je pense que c'est assez récent, et j'en ai parlé aussi, c'est de la journée qu'on a réalisée sur l'inscription, la journée d'inscription commune. Alors, c'est pas tant cette journée en tant que telle, mais c'est tout le travail qui a été fait en amont. Et du coup, l'interconnaissance qui a été créée par rapport à ce projet, puisqu'il a été mené par des acteurs de la plateforme, mais qui ont travaillé réellement ensemble à l'organisation de cette rencontre, enfin de cette journée. Et donc, on a tout co-construit, et ça a permis, notamment, on a co-construit un test de positionnement, mais qui a permis, et je trouve qu'en fait, c'était le plus intéressant, que chaque formateur qui était présent autour de la table puisse confronter sa manière de faire et aboutisse finalement sur un test qui correspond à l'ensemble des acteurs. Et là, il y avait des acteurs de promotion sociale et des acteurs associatifs qui, du coup, en discutant de ça, se sont rendus compte qu'il y avait des choses similaires qu'ils faisaient. Il y a des choses qui sont différentes par rapport à leur cadre de travail, mais qui ont pu quand même s'entendre et aussi mieux se comprendre. Et donc, je pense que au-delà de cette journée, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils puissent mieux mieux connaître l'autre opérateur. Donc déjà, s'ils doivent se contacter, c'est plus facile. Mais enfin, ça, c'est une première chose. Mais surtout, pour l'orientation, c'est beaucoup plus facile puisqu'ils savent maintenant ce que fait l'autre et voient mieux la complémentarité qu'ils ont entre eux. Parce que parler complémentarité lors d'une réunion, c'est une chose, mais la construire comme ça, de manière plus concrète, c'en est une autre. Et j'ai l'impression que du coup, pour ça, cette journée, l'organisation de cette journée a été bénéfique. Et en même temps, je trouve ça super intéressant d'entendre comment tu as fonctionné avant, enfin comment ça fonctionnait avant et pour remettre du sens justement à ce qu'on fait, parce que comme je le disais, j'ai parfois l'impression qu'on se perd un peu et avoir entendre ce pourquoi on est là et ce pourquoi on fait ça, c'est important aussi, quoi. Dans les besoins d'un apprenant, les besoins des apprenants sont très divers, et donc qu'il faut prendre en compte toute cette diversité et qu'il faut laisser aussi la créativité ou une souplesse chez les opérateurs pour pouvoir d'une part développer une offre de formation partout et qui soit accessible à tous. En fait, c'est ça, c'est qu'elle doit être accessible à tous, de manière physique, mais aussi de manière pédagogique, je vais dire, enfin, qui correspondent aux besoins réels de la personne, et qu'on peut aussi se dire qu'une personne n'a pas pour objectif d'aller vers le travail et vers... En tout cas, comme seul objectif. Voilà. Et en fait, c'est remettre la personne au centre, en fait, du processus, et pas les objectifs autres. C'est vraiment la personne, ce dont elle a besoin, et on organise autour les choses pour les besoins de la personne. Enfin, je pense. Vous venez d'écouter l'un des podcasts dédiés à l'histoire du CAI Namur, réalisé dans le cadre de son 40e anniversaire. Le CAI Namur et l'IHOES remercient chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont participé à la réalisation de ces capsules sonores, que ce soit à travers leur voix, leurs paroles, leurs souvenirs ou en tant que personnes ressources. Retrouvez l'ensemble de ces podcasts ainsi que toutes les activités du CAI sur le site web www.cai-namur.be.
cainamur.be.